étude groupe 2 et la troisième étude groupe 3. Il s'agissait d'études rétrospectives, descriptives et analytiques sur 6 ans dans les 2 premiers groupes et une étude rétrospective et descriptive sur 2 ans dans le 3e groupe. La plus grande série a été retrouvée donc, dans le groupe 1 à FAN, suivi du service de suivi pédiatrique de Dantec et donc ensuite le service de Diamniadio. Il faut savoir que l'activité chirurgicale à Diamniadio a commencé récemment, c'est pourquoi il y a eu un faible recrutement à ce niveau. Ce qui a permis d'avoir une incidence annuelle de 15,5 cas, donc qui est une incidence hospitalière dans le groupe 1, 8 dans le groupe 2 et 6 dans le groupe 3. L'âge au moment du diagnostic avoisinait les 5 jours dans les 2 groupes et un peu moins dans le 3e groupe. Et l'enfant le plus âgé avait 21 jours, ce qui dénote d'un retard diagnostique qui est important dans notre contexte. La prédominance masculine était de règle dans tous les 3 groupes. Aucun diagnostic anténatal n'a été fait, malgré le fait qu'il y a eu des échographies anténatales qui ont été réalisées dans la période obstétrique, dans la période anténatale, et qui avaient mis en évidence des cas d'hyperamnios, mais il n'y a pas eu de diagnostic malgré cela. Bien que ce signe ne soit pas pathognomonique de la crise de l'oesophage, ça doit au moins pousser à rechercher les autres signes, à savoir la dilatation du cul de sac œsophagien, mais également l'absence de visualisation de l'estomac, car les 3 signes associés ont une valeur prédictive positive de 60 à 100%. Donc malheureusement, il n'y a eu aucun diagnostic en anténatal. Et il n'y a presque pas eu de diagnostic en salle d'accouchement. Ce qui fait que la plupart du temps, les signes révélateurs, c'était l'hypersalivation et les manifestations respiratoires. Donc, dans cette première partie, il ressort l'absence de diagnostic natal, l'absence de vérification systématique de la perméabilité œsophagienne dans notre contexte, mais également, il faut savoir que ces malformations congénitales ne sont pas souvent connues du personnel soignant, ce qui amène souvent un retard diagnostique important dans notre contexte. Le poids de naissance retrouvé dans les 3 groupes avoisinait les 2,5 kg. Le plus petit avait 1,2 kg et l'enfant qui avait le plus gros poids avait 4,4 kg. Les malformations associées étaient essentiellement cardiaques, avec 50,33% dans le premier groupe, et il y a eu 9 cas dans le 2e groupe et 3 cas dans le 3e groupe. Ce qu'il faut savoir ici dans notre contexte, ce qui est systématique dans le bilan morphomatique, c'est l'écho-cœur. Ce qui explique probablement qu'on a retrouvé beaucoup plus de malformations cardiaques que le reste. Et il faut penser à faire systématiquement le reste du bilan morphomatique pour essayer de rechercher d'autres malformations associées. Selon la classification pronostique de Waterston, le groupe B, qui a un pronostic intermédiaire par rapport au groupe A, qui a un bon pronostic, groupe C, qui a un pronostic qui est mauvais, ce groupe B a été retrouvé dans les 2 premiers groupes. Par contre, dans le groupe 3, c'est plutôt donc, des groupes A de Waterston qui ont été retrouvés. Et la prédominance des groupes B, en quelque sorte, est une conséquence du retard diagnostique qui a souvent un effet délétère sur le poumon et qui peut expliquer que ces enfants souvent ont des problèmes pulmonaires. Le délai avant l'intervention chirurgicale était très long. 8 à peu près dans le premier groupe, 7 dans le 2e groupe et 5 dans le 3e groupe. Et le délai le plus long était de 21 jours. Donc ce qui témoigne d'un retard important observé avant la réalisation de la chirurgie. Et il faut savoir que tous les nouveau-nés n'avaient pas bénéficié d'une chirurgie. Donc sur les 93 dans le premier groupe, il n'y a que 83 qui ont eu une chirurgie. Et donc 31 dans le 2e groupe et 10 dans le 3e groupe. Et la cure a pu être réalisée entre 66,6% et 95,18% donc, dans les 3 groupes. Et selon la classification de l'acte grosse, le type 3 était prédominant dans les 3 groupes, ce qui est conforme aux données de la littérature. Donc dans cette deuxième partie, il ressort que les problèmes socio-économiques que nous rencontrons dans notre contexte, à savoir que souvent
les parents n'arrivent pas, sur le plan financier, à supporter les coûts de l'intervention chirurgicale. Ce qui fait que souvent, on est obligé, des fois, par exemple à Dantec, de négocier beaucoup de choses. Négocier les kits opératoires, des fois, il faut aller négocier l'échographie, parce qu'à Dantec, c'est un hôpital général, il n'y a pas un échographiste pédiatre qui est à côté, comme à Diamniadio, où l'échographiste est à côté, il faut faire l'échocœur rapidement. C'est pourquoi vous avez vu qu'à Diamniadio peut-être, il y a un système social qui permet de les opérer rapidement, c'est pourquoi le délai est beaucoup plus court par rapport aux autres services. À côté, il y a la lenteur observée avant la réalisation du bilan paramétrique. Souvent, le problème financier impacte sensiblement sur la réalisation des bilans paramétriques. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, souvent il faut négocier les bilans dans certains services, c'est pourquoi il y a énormément de retard observé à ce niveau. Il y a également le problème de la réanimation néonatale, parce que ces enfants, ces nouveau-nés qui viennent tardivement, il faut les préparer à l'intervention chirurgicale. Et pour cela, il faut les transférer des fois, il faut rechercher du plasma frais congelé. Et donc, on sait que dans notre contexte, cela n'est pas accessible très rapidement. Il faut des fois rechercher dans beaucoup d'hôpitaux avant d'avoir ces concentrés sanguins. Mais également, il y a certaines particularités. Par exemple, à Dantec, il nous est arrivé des fois de programmer un patient, mais à la réanimation, comme c'est une réanimation générale, des fois la couveuse n'est pas disponible et on est obligé de reprogrammer le malade. Et donc, ça peut durer plusieurs jours. Et donc, ce sont des problèmes qui peuvent entraîner un retard important par rapport à la réalisation de l'intervention chirurgicale. Notre morbidité est également très élevée. Nous avons à peu près 45% dans les deux premiers groupes et à peu près 70% dans le troisième groupe. Donc ça témoigne d'une morbidité très importante. On va y revenir sur la diapositive suivante. La mortalité varie entre 66 et 76%, ce qui est énorme par rapport à la mortalité qui est retrouvée dans les pays développés. Et donc, beaucoup de nouveau-nés décèdent même avant l'intervention chirurgicale. C'est parce que souvent il y a un retard diagnostique et il s'y grève encore un retard pour la réalisation de la chirurgie. Avec les problèmes de réanimation, des fois certains décèdent même avant l'intervention chirurgicale, comme nous le voyons dans les trois groupes. Et ce qui fait qu'une survie, la survie est très faible. Donc la morbidité est représentée par les épanchements pulmonaires qui varient entre 10 et 18%. La sténose anastomotique qui a été retrouvée dans le premier groupe à 36% après. Les fistules anastomotiques qui varient entre 4,8 et 30%. La réperméabilisation de la fistule œsotrachéale qui est exceptionnelle, mais quand même retrouvée à 2,4% dans le premier groupe. Et enfin, les infections nosocomiales qui avoisinent les 30%, ce qui est énorme par rapport aux données de la littérature. Et ça pousse à revoir également, en dehors du retard diagnostique, l'environnement immédiat du bloc, également l'hospitalisation générale. La mortalité était due essentiellement au sepsis, comme nous venons de le voir, avec à peu près 28 à 65% des cas. La deuxième cause, c'est les décompensations de malformations cardiaques, entre 4,8 et 30%. Et la troisième cause, c'est essentiellement les fistules anastomotiques, qui sont souvent responsables d'une médiastinite qui peut entraîner le décès également dans ces cas. Quand on regarde ce tableau, comparant la mortalité, là où en France, par exemple, le décès est à 5%, nous, on est entre 66 et 87,5%. C'est énorme. Et il n'y a pas photo, comme on peut le dire. Et on se rapproche plus des pays d'Afrique subsaharienne, comme le Burkina et le Cameroun, qui ont entre 76 et 90% de décès. Et ils ont relevé les mêmes problèmes dont nous venons de parler, c'est-à-dire le retard diagnostique et le retard à la chirurgie également. Dans le deuxième groupe, l'analyse analytique, l'étude analytique a montré que ceux qui ont un bon pronostic, c'est les nouveau-nés à terme qui ont un pas de naissance supérieur à 2,5 kg et qui sont opérés dans les 48 heures. Donc c'est ce groupe-là qui avait le meilleur pronostic. Et ça revient à dire qu'il faut les voir tôt, les traiter tôt avec une bonne réanimation qui peut les sauver. Donc il faut retenir de ce bilan que la prise en charge au Sénégal de l'atrésie de Souffa se heurte à trois problèmes majeurs. Le retard diagnostique, le retard dans la réalisation de la chirurgie, à côté des problèmes de la réanimation néonatale qui sont pourvoyeurs d'une mortalité qui est très élevée.
Et pour arriver à réduire cette mortalité, il faut qu'on arrive également à faire le diagnostic tôt, à les traiter tôt et de façon adaptée. Et pour cela, nous pensons qu'il faut qu'on fonctionne en système de pôle mère-enfant. Et la proximité permettrait d'organiser des réunions multidisciplinaires avec plusieurs spécialités autour de ces problèmes de nouveau-nés. Mais également, ça peut permettre de développer le diagnostic anténatal. Mais en attendant, on peut au moins instaurer au niveau des salles d'accouchement la vérification systématique de la perméabilité oesophagène, qui est un geste simple et qui peut être réalisé par tout un praticien. Et ça permet facilement de poser les diagnostics. Et à côté, il faut également que l'on développe ou qu'on renforce la réanimation néonatale. En déjà renforçant l'existant, mais également en créant d'autres unités de réanimation néonatale à côté des services de chirurgie pédiatrique, ce qui facilitait la prise en charge de ces athlètes de situation. Je termine en remerciant tous ceux qui nous ont permis de collecter ces données dans les 3 services, mais également de rendre un vivant hommage à nos maîtres et plus particulièrement à ceux de la chirurgie pédiatrique. Je vous remercie.